Messieurs, dames, quel bonheur de parler d'éducation avec vous ce matin. Et on va parler de persévérance, d'audace et de réussite. Ça fait, j'en suis à ma 5e décennie en éducation, imaginez. J'ai commencé comme éducateur spécialisé avec des jeunes lourdement handicapés. Et depuis au moins 25 à 30 ans, très préoccupé par la question de la réussite scolaire au Québec. J'ai à jouer un rôle d'intellectuel public, ce n'est pas un titre ronflant, c'est davantage le fait que comme professeur d'université, j'ai toujours accepté et je me suis toujours impliqué par rapport au développement et aux questions qui touchaient le développement de l'éducation au Québec. J'ai une ligne de presse ou une ligne d'information, si vous voulez, en éducation sur Twitter, LinkedIn et les autres médias sociaux sur des questions qui apparaissent d'actualité en Europe, aux États-Unis, au Canada et au Québec. Ce que je vais vous dire est, entre autres, fait partie, entre autres, du dernier bouquin que j'ai publié, je pense que c'est le 6e ou le 7e, entre autres, la question de la persévérance. Mais j'aimerais commencer par une histoire de bicyclette. Washington, à chaque année, les services policiers tiennent un encamp de bicyclettes, des bicyclettes qui ont été perdues, retrouvées par les policiers ou qui ont été rapportées au poste de police. Nous sommes un samedi matin, ça ressemble à peu près à ici, en termes d'espace. Et vous avez des gens avec le petit carton qui sont prêts à faire des mises ou à miser sur les bicyclettes qui vont être mises à l'encan, à l'enchère. Le monsieur qui fait cet encan-là est un policier qui a 35 ans d'expérience, ça fait longtemps qu'il fait ça, regarde un peu qui est dans sa salle, il voit un petit gars là-bas, 11 ans, avec son carton sérieux comme un pape. On commence l'encan, première bicyclette, dossier bicyclette de route, temps de vitesse, etc. Vos offres. Le petit gars dans le coin, 1 piastre. 2 $, 3 $, 4 $. Vendu à monsieur, 5 $. Deuxième bicyclette, encore de route, temps de vitesse, etc. Vos offres. Le petit gars dans le coin, 1 piastre. Il ne dépassait jamais 1 $. 2 $, 4 $, 5 $, 15 $ vendus à monsieur. Et là, ça se continue comme ça une bonne partie de l'avant-midi. L'encanteur avait regardé un des plus beaux vélos pour la toute fin. Amène le vélo. Voici tel vélo, presque neuf, il nous a été rapporté, etc. Vos offres. Le petit gars, les yeux. 1 piastre. 5 piastres, 10 piastres, 15 piastres, 20 piastres. L'encanteur se retourne. 21 $ vendus au petit gars qui est là. Petit gars. L'encanteur sort 20 $ de sa poche. Il dit au petit gars de s'en venir. Le petit gars arrive. Avec sa poignée de monnaie, des 25 sous, des 5 sous, des 10 sous. Donne ça à l'encanteur. L'encanteur dit, monsieur, votre nouveau véhicule. Le petit gars part avec ça. Arrête. Se retourne, prend le policier à bras-corps en lui disant « merci ». Persévérance et reconnaissance. Ce sont deux des éléments les plus importants qu'un système d'éducation peut supporter. Et c'est ce qu'on souhaite à tous nos enfants et à nos petits-enfants. Persévérance, reconnaissance au lieu d'abandon et de regret. C'est le ton que ça va prendre cet avant-midi dans la courte présentation que je vais vous faire sur la question de la réussite scolaire. Le propriétaire de la bicyclette est là. Si vous voulez comprendre quelque chose au niveau de la réussite scolaire, au niveau de la diplomation au Québec, imaginez une boussole. Imaginez que je l'ai dans mes mains, la boussole. On va regarder au moins dans 4 directions. La première direction, il y a une différence de diplomation et de réussite scolaire entre les gars et les filles, de l'ordre de 10 à 15 à 20 points de pourcentage, dépendamment des régions, en faveur des filles. Il y a une différence importante de diplomation au Québec entre les anglophones et les francophones. C'est notable. Commission scolaire publique francophone, commission scolaire publique anglophone. Les anglophones, habituellement, dans les commissions scolaires, ont des taux de diplomation équivalents à ceux de l'Ontario, 85 % dans les temps prévus la plupart du temps. Il y a une différence entre le privé, école privée, et école publique à vocation particulière, hors études, sport études, etc., et les écoles ordinaires. Vous avez des différences de 25 à 30 points de pourcentage, entre autres chez les garçons, au niveau des taux de diplomation, privé, public qui sélectionne et école ordinaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Et vous avez une différence importante sur ma boussole entre les élèves qui ont des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage et les élèves qui n'ont pas de difficulté. Le taux de décrochage d'une cohorte annuelle des jeunes en difficulté est de 46 %. Le taux de décrochage global au Québec est de 16 %. Et si vous changez de carte avec votre boussole et vous allez voir la carte ontarienne ou la carte des 10 meilleurs États américains présentement au niveau des taux de réussite,
vous avez aussi sensiblement les mêmes différences, mais là, c'est l'écart. C'est le Québec en entier qui est différent par rapport à ces systèmes éducatifs-là au niveau des taux de réussite. En clair, on décale présentement des meilleurs systèmes éducatifs en Amérique du Nord. En éducation, des idées sont erronées, fausses. D'autres ont fait leur temps, et pour ça, un certain nombre, le jour J est enfin arrivé. Je m'en vais vous présenter ce matin 5 idées dont le moment est enfin venu en éducation, puis on sent un alignement des planètes présentement dans plusieurs milieux au Québec, dans plusieurs organisations au Québec. Et par la suite, un certain nombre d'interventions ou d'actions pour cultiver la persévérance à la réussite. 5 idées qui ont fait leur temps depuis 20 ans. La première, nous devons enseigner à nos aspirations à être cohérentes avec les faits plutôt que de choisir seulement les informations qui sont compatibles avec nos croyances. Nous, souvent, en éducation, nous avons le syndrome du tireur d'élite. Le tireur d'élite est celui qui ne manque jamais sa cible. Prenez un tireur à l'arc, on va prendre ça plus facile. Le mur est là, il prend sa flèche, il tire. Et par la suite, il va dessiner la cible. Il a raison à tout coup. Dans le centre, à tout coup. Vous me suivez? En éducation, on attrape les mythes, comme on prend le rhume, que les humains n'utilisent que 10 % du potentiel de leur cerveau. Vous essayerez de sortir de la salle tout à l'heure en n'utilisant que 10 % de votre cerveau. L'adolescence est inévitablement une période trouble du développement. La grande majorité des adolescents ont des adolescents. Ça brasse un petit peu. Ça peut être rugueux certains matins à côté de la boîte de céréales, mais la majorité des adolescents n'ont pas de graves problèmes durant leur développement, durant cette période-là. Ce qui définit la dyslexie est l'inversion des lettres. J'ai encore des intervenants qui vont m'arriver en première année en disant « Madame, monsieur, votre petit bonhomme, il confond les B et les D. C'est peut-être un signe de dyslexie. » Les élèves apprennent mieux lorsque le style d'enseignement correspond à leur style d'apprentissage. C'est un mythe. Ça vient de dire que moi, enseignant, vous êtes une... Ah, je vous vois tout de suite en vous regardant. Nous, psychologues, lisons dans les pensées. Vous êtes visuel. Vous êtes kinesthésique. Ah, même, on a sorti les olfactifs. Je n'ai jamais compris comment adapter mon enseignement aux olfactifs. C'est faux. C'est faux. Mais quand même, certains de ces éléments-là sont encore donnés dans certaines universités. Une faible estime de soi est un facteur important, une cause majeure des difficultés scolaires. Est-ce que le jeune qui est en difficulté scolaire parce qu'il a une faible estime de soi? Ou est-ce qu'il a une faible estime de soi parce qu'il est en difficulté scolaire? Écoutez, vous êtes coach de hockey, vous avez 2 de vos joueurs, puis oui, qui ne savent pas comment patiner de reculons. Toutes les fois, vous les mettez sur la glace, ils tombent, il y a un but qui se compte. Ils reviennent sur le banc et leur disent « Bon, quand même, vous êtes des jeunes qu'on aime avoir sur l'équipe, vous êtes pleins de valeurs. » Vous travaillez leur estime d'eux-mêmes. Vous avez 2 choix. Ou vous travaillez l'estime de soi, ou vous leur apprenez comment patiner de reculons. Il y a un classique dont on ne parle jamais, c'est que quand la punition ne fonctionne pas, on punit encore plus fort. Et concernant les jeunes qui présentent certaines difficultés de comportement au secondaire, c'est quelque chose qui est particulièrement répandu. On reparlera un jour de la suspension, de l'expulsion ou de l'envoi l'année suivante vers l'éducation des adultes de certains jeunes de 16 ans jugés difficiles. Les données empiriques ne soutiennent aucun des éléments que je viens d'affirmer. Ce sont des mythes. Deuxième grande idée, il est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des adultes brisés. L'intervention précoce est extrêmement importante. Suivez bien mes mains. Il fait chaud, vous êtes sur le bord de la plage, le soleil, le sable, etc. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Du coup, vous regardez, vous voyez une fourmi qui se promène en tirant une brindille. La fourmi se promène, elle monte, elle tourne à droite, elle tourne à gauche, elle remonte, elle recule. Le comportement de la fourmi est complexe, difficile à expliquer, difficile à prévoir. Mais est-ce que c'est juste une complexité de la fourmi ou une complexité de la surface de la plage? Les meilleurs systèmes éducatifs se préoccupent beaucoup plus de la plage que de la fourmi. Parce que présentement, vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous donner quelques chiffres frappants.
La tendance actuelle dans bien des milieux, c'est de dire ce jeune-là n'apprend pas parce qu'il y a un problème dans le jeune. Mais là, on va se préoccuper, il faut se préoccuper de la plage. Et je ferai quelques commentaires sur votre proposition cadre en éducation qui m'a extrêmement impressionné. Vous allez comprendre pourquoi, parce que les deux présentations, la proposition cadre et ma présentation, sont indépendantes. Ça a été préparé de manière indépendante. Troisième grande idée, la victoire sur la pauvreté passe par l'éducation. La victoire sur la pauvreté passe par l'éducation. L'école doit être considérée comme une merveilleuse deuxième chance à quelqu'un qui n'a pas eu une vraie première chance. Ce petit bonhomme-là a vécu dans une famille, c'était assez instable, c'était assez difficile. Il est rentré en maternelle. Et là, il y a une éducatrice, une enseignante l'a pris sous son aile. Rapidement, s'est intéressé à la lecture, aux mots. Il a appris à lire en première année. Cette enseignante-là, au lieu de se dire, ou cet intervenant, ou cet éducateur-là, au lieu de se dire « Comment voulez-vous que ce jeune-là apprenne? Avez-vous vu la famille? » Ce petit-là n'a peut-être pas eu une vraie bonne première chance dans la vie, mais dans ma classe et dans mon école, il va avoir une maudite bonne deuxième chance. Et il y a une question transgénérationnelle associée à ça. La journée où on va être capable de reconnaître comme société que nos enseignants et nos enseignantes influencent plus qu'une génération. Parce que mon même petit bonhomme de 6 ans, quand il va avoir fini ses études collégiales ou autres, commence à travailler, commence à avoir des enfants, qu'est-ce qu'il va vouloir pour ses enfants? La même chose. Le transgénérationnel me touche beaucoup ces jours-ci. Je suis le père de 4 enfants, dont les 3 derniers sont des triplés. Ça, c'est pas grave. C'est quand ils se mettent à faire des bébés, c'est quelque chose de particulier. Je suis devenu grand-père 12 fois en 10 ans. Donc, le transgénérationnel, je vois mes enfants élever mes petits-enfants, mes très nombreux petits-enfants. Et cette question-là, que l'éducation est quelque chose de fondamental et que pour faire la différence, il faut être vraiment conscient que l'école est une merveilleuse deuxième chance, meilleure façon de combattre la pauvreté. L'autre élément, il faut évidemment faire attention de confondre égalité et justice. Voyez-vous, allez voir un match de baseball. Regardez le côté gauche, ça c'est la justice. C'est l'égalité plutôt, on cache. De côté droit, c'est la justice. Il y a des adaptations qu'on aura à faire à un certain nombre de jeunes qui, par rapport à certains besoins qu'ils peuvent avoir, vont avoir besoin de certaines formes de support ou même, dans certains cas, de compenser certaines formes de handicap. Et cette question-là d'être capable d'intervenir en tenant compte des différences individuelles est une autre des caractéristiques des meilleurs systèmes éducatifs. Le côté yin et yang de la persévérance. Quand en 2010, j'ai sorti le bouquin « Leçons d'éléphant pour la réussite des garçons à l'école », ça l'a brassé. Dieu merci, ça brasse moins présentement. L'idée commence, ou la réalité commence à faire son chemin. Il existe, je le déclare solennellement, il existe des différences entre les gars et les filles à l'école. Si vous saviez, je suis encore obligé d'argumenter là-dessus. 2 gars pour une fille en difficulté d'apprentissage, 3 gars pour une fille en difficulté de comportement. 70 % des 200 000 jeunes dits en difficulté dans les écoles au Québec, 70 % sont des gars. 70 % de tous ceux qui sont mis sous médication pour un déficit d'attention ou autre chose du genre sont des gars. 1 gars sur 3 est sans diplôme du secondaire à l'âge de 20 ans. Je dis bien diplôme. 1 fille sur 5. Espérance d'un premier diplôme au cégep, 38 % pour les gars, 62 % pour les filles. Espérance d'un bac à l'université, 41 % pour les filles, 26 % pour les gars. C'est les données du ministère. Donc là, à un moment donné, là, yin et yang. Et comment est-ce qu'on me dira, écoutez, là, c'est lié aux stéréotypes qui ont été introjetés ou introgérés par les garçons? Ça, dire ça, c'est comme dire que la pluie est humide. C'est ne rien dire. Conseil des ministres de l'Éducation, un programme PISA, à 15 ans au Canada, il y a un écart d'1 an entre gars et filles au niveau de la lecture. La lecture va revenir souvent cet avant-midi. 5e grande idée, l'école doit offrir un niveau stable de service professionnel aux jeunes et à leurs parents. Langage, lecture, comportement, au minimum, ces 3 interventions-là. Et là, suivez-moi bien. Les services professionnels dans les écoles ne sont pas protégés par des ratios de nombre d'élèves.
Je vous ai enseigné en première année, je ne peux pas vous donner 50 élèves de première année dans votre classe. C'est protégé par ratio. Vous êtes psychologue scolaire, vous êtes orthopédagogue, vous travaillez dans une école ou 2 écoles, je vous en donne 2 écoles de plus, tout est correct. Donc, ce qu'on a vu, le yo-yo qu'on a vu, les montagnes russes qu'on a vues depuis 25 ans, on rajoute des postes de professionnels. Quand les temps sont plus durs au niveau budgétaire, les seuls endroits où les commissions scolaires réussissent à couper parce que ce n'est pas protégé, ce sont les services professionnels. Donc, on monte demain. On rajoute, ça repart, on rajoute, ça repart. Et cette question-là devient extrêmement préoccupante parce qu'elle touche les jeunes les plus vulnérables lorsque les coupures. Et je tiens à réaffirmer, et je ne suis pas peureux de nature, quand j'ai dit publiquement, et j'ai passé une très grosse journée cette journée-là, que dans un contexte de compression budgétaire, on serait mieux d'accepter d'avoir un élève de plus dans sa classe pendant 2 ans, plutôt que de couper le poste d'orthopédagogue. Parce que moi, Steve, qui suis en 2e année avec un gros retard de lecture, être dans une classe qui a un élève de moins ou de plus, ça ne fait pas de différence. Mais qu'on me coupe les services de spécialisés d'intervention en lecture, là, ça faisait une différence. Ou en orthophonie ou nommez-les. Regardez bien ceci, les coupures professionnelles ont un impact. Le Québec représente 23 % de la population. Et là, j'ai eu à commenter cette étude-là qui est partie de Cornell à un moment donné, il y a 2 ans. Le Québec donne 44 % des prescriptions de médications stimulantes. Regardez bien. Ça, médication, c'est un élément. Là. Regardez bien ceci. L'intervention de base privilégiée par la recherche et les données probantes pour un jeune qui a un déficit d'attention, c'est l'intervention cognitive comportementale. L'aider à contrôler sa pensée, intervenir sur le comportement, supporter les parents. Si ça ne fonctionne pas, par la suite, on va vers la médication. Mais au Québec, on y va rapidement vers la médication. Il y a un lien direct, selon moi, à établir avec la disponibilité des services complémentaires ou des services professionnels, si vous aimez mieux, de psychologie, psychoéducation, etc. Alors, que nous reste-t-il à faire? Le monde peut sembler muable, il ne l'est pas. Une petite poussée aux bons endroits peut faire une énorme différence. Cultiver la persévérance, la réussite au Québec. 1. Cesser de dépenser des centaines de millions en se référant à des mythes. Si vous me demandez, M. Royer, est-ce qu'on doit encore investir 200 ou 300 millions pour diminuer d'1 ou 2 élèves par classe au Québec, les classes du Québec, pour améliorer la diplomation? Non. Améliorer les conditions de travail? Oui. Mais améliorer la diplomation? Non. Je suis dans le béton là-dessus. Est-ce que vous me dites que ce serait bon de réinvestir encore 15 à 20 millions de plus sur l'aide aux leçons et aux devoirs? L'encadrement ou un suivi au secondaire, soit. Mais l'impact par rapport à ce qui se passe au niveau de la réussite scolaire au préscolaire primaire, en orthopédagogie et aide aux leçons et aux devoirs, c'est orthopédagogie tout de suite. En orthophonie et aide aux leçons et aux devoirs, c'est orthophonie tout de suite. Entre Steve qui fait la crise du bacon à 6 ans dans une classe de première année, aide aux leçons et aux devoirs, non, psychologie, psychoéducation tout de suite. Ça me rappelle, parce que moi, je suis dans ultra spécialisé sur la question des problèmes de comportement comparativement à la réussite scolaire. Il y a une nouvelle appellation qui va sortir dans le DSM-6, peut-être. Le BCD, Bacon Crisis Disorder. Je donne beaucoup de séminaires. J'ai fait le tour de la province à plusieurs reprises. Je donne beaucoup de séminaires, autant en Europe qu'au Canada qu'au Québec. Et celle-là, le BCD, je ne pouvais pas m'empêcher de vous en parler ce matin. Donc, pour cesser de dépenser des centaines de millions en se référant à des mythes, prendre comme référence pour nos actions les pratiques exemplaires qui ont été implantées et évaluées, ça nécessite de créer, comme en santé, un institut national en éducation indépendant des influences et politiques et syndicales et des organismes. Ce que je veux savoir, c'est que le soleil se lève à l'est. Une fois qu'il est levé, le soleil, on a des décisions politiques, syndicales ou autres à prendre. Mais ça, je n'aurais pas besoin de consulter quelqu'un pour dire « Est-ce que le soleil se lève à l'est? » Non. Il se lève à l'est. Donc, les connaissances au niveau de l'intervention par rapport à la littératie sont très bien connues. Les ingrédients au niveau de la réussite scolaire sont relativement bien connus. Et puis, par la suite, comment est-ce qu'on les implante, c'est une paire de manches. Mais vous devez avoir quelqu'un de neutre. Écoutez, est-ce que les classes multiniveaux, 2e, 3e année, sont bonnes ou mauvaises pour les enfants? Vous pouvez avoir la question comme parent, vous pouvez avoir la question comme ministre, vous pouvez avoir la question comme directeur d'école. À qui je me réfère pour avoir une réponse claire là-dessus?
Si je me réfère aux directions d'école, dépendamment de l'organisation, ça peut être une réponse. Si je me réfère carrément à la tâche des enseignants, ça va être une réponse. Si je me réfère à la question budgétaire, j'aurai une autre réponse. Ça me prend quelqu'un au-dessus qui tient compte des données probantes ou des données exemplaires. On l'a en médecine, ça. Consultez votre cardiologue, il va vous donner une indication assez claire. L'état actuel des meilleures pratiques concernant le type de problème cardiaque que vous avez, c'est ceci. Consultez 10 cardiologues, ils vont vous dire à peu près la même chose. Il y a un standard. Regardez ici, je vais prendre le pointeur quelques minutes. Regardez le bas du triangle. La majorité, 80 des jeunes réussissent relativement bien ou réussissent bien à l'école. Il s'agit simplement d'offrir des services de qualité. Vous avez un 10 à 15 qui sont à risque. Être à risque, c'est d'arriver à l'école et, rendu au mois de décembre de sa première année, d'avoir encore beaucoup de difficultés à saisir la relation entre lettres, sons, mots. Être à risque, c'est faire des crises épouvantables en maternelle. Être à risque, nobelin. Une intervention, et ici j'ai besoin de professionnels. Une intervention de cette nature-là implique que ici, ces jeunes-là qui sont à risque, je peux les ramener dans la majorité ou dans la moyenne des jeunes si l'intervention est bien faite. Envers être à risque, si j'interviens comme il faut, vous allez vous retrouver, si vous êtes efficace dans le 15 qui est là, vous allez vous retrouver avec la 85 de diplomation qu'on souhaite avoir au Québec. En haut, le pointu de mon triangle, c'est des problèmes chroniques. Vous présentez un trouble du spectre de l'autisme bien diagnostiqué, vous avez une dysphasie, vous allez passer le restant de vos jours avec la dysphasie. Donc, j'ai besoin, comme école, comme maison d'éducation, de compenser le handicap. Un peu comme je peux avoir un problème au niveau d'une jambe ou autrement. Pour guider les décisions à prendre là-dedans, ça prend un organisme là, qui est neutre et qui est en mesure de vous donner l'heure juste, autant aux parents qu'aux décideurs, de ce qu'on sait par rapport aux interventions les plus efficaces. Action 2. 1 gramme de prévention vaudra toujours 1 kilo d'intervention. Offrir la maternelle 4 ans à tous les élèves. Et là, je vais vous expliquer clairement, je vais tout descendre un peu, parce que je dois utiliser le pointeur. 30 millions de mots, qui est un projet américain d'importance. Regardez ici, je m'excuse parce que je ne peux pas pointer les deux écrans en même temps. Le nombre de mots qu'on dit à un enfant. À 0, ça a de l'allure, on a pu y parler. À 12 mois, ici, milieu à faible revenu, classe moyenne, milieu professionnel ou scolarisé. Regardez à 12 mois la différence de nombre de mots que ces jeunes-là ont entendus. Vous savez que les pédiatres américains, présentement, quand vous allez faire vacciner vos bébés, la consigne est la suivante, vaccin, etc., on dit aux parents, lisez au moins une page à voix haute d'un livre à vos enfants. L'enfant, il y a 6 semaines. Vous n'attendez pas qu'il comprenne l'histoire. Mais c'est l'idée d'avoir la stimulation au niveau du langage. Regardez ce qui arrive après 24 mois, 36 mois, 48 mois. Regardez l'écart. Ça, c'est le nombre de mots entendus. Regardez par la suite le nombre de mots que le jeune connaît, utilise. À 36 mois, classe moyenne ici, milieu plus défavorisé. Quand vous intervenez en maternelle 4 ans en littératie, et là, on a l'exemple de ce que la Ville de New York a implanté une maternelle 4 ans dans l'ensemble de la ville, ils ont essayé de déterminer, le coût, mais surtout l'impact. Et ils ont véritablement dit qu'une intervention de qualité implique que vous allez avoir beaucoup d'effets ici, pas uniquement en milieu défavorisé, mais ici aussi. Que je sois clair, d'avoir un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme n'a rien à voir avec le T4, TP4 de la déclaration d'impôt au mois d'avril. Ce n'est pas une dimension qui est reliée. D'avoir un jeune qui a un trouble sévère, un trouble envahissant du développement, d'avoir un jeune qui, à un moment donné, a un trouble du langage à base neurologique, ça n'a pas rapport avec le code postal ou le milieu de défavorisation. Si vous voulez faire bouger l'aiguille de la réussite scolaire, vous devez avoir une intervention solide et professionnelle dès 4 ans. Et ce n'est pas uniquement les milieux défavorisés qui vont en bénéficier. Je vais être très clair. Moi, je ne fais que témoigner de l'état actuel dans mon domaine des connaissances. Par la suite, vous avez des décisions à prendre là-dessus. Mais le soleil se lève à l'est, si vous voulez, je vous dis, c'est comme ça. Et par la suite, vous serez en mesure de voir. Suivi systématique, troisième action, par du personnel spécialisé dès la maternelle 4-5 ans, des enfants qui présentent des problèmes de langage et des enfants qui manifestent des problèmes affectifs ou comportementaux. J'ai 4 ans, je vais à la maternelle, ça va être suffisant pour 80-85 % de mes jeunes. Mais j'ai 4 ans, je vais à la maternelle et je n'ai pas de service d'orthopédagogie et autres, là, psychoéducation et orthophonie, la maternelle 4 ans ne sera pas suffisante. Est-ce que je suis clair là-dessus? Il
n'y a pas d'osmose là-dedans. Il l'a transplanté dans une classe de maternelle 4 ans, là, les vibrations. Non, ça prend une intervention systématique. Je ne parle pas à 4 ans, ce n'est pas parce que je suis dans une maternelle 4 ans que je vais me mettre à parler. C'est très important parce que je vous dis, je suis obsédé par le 15 % de différence de diplomation avec l'Ontario. Et vous n'avez même pas besoin d'aller en Ontario. Je vous disais tantôt, allez rencontrer des gens de la commission scolaire Lester B. Pearson. Allez rencontrer des gens des commissions scolaires, entre autres anglophones. Marguerite Beaujour a fait des pas très importants. Elle est rendue à peu près à 80 % de taux de diplomation. Mais il y a des ingrédients qui font que la sauce prend et que la sauce tient. Les pays les plus efficaces ne laissent pas un jeune prendre du retard. Là j'ai inclus entre autres la Finlande là-dedans. Les pays les plus efficaces ne laissent pas un jeune prendre du retard. À ce moment-ci, au Québec, sur la cohorte des 80 000 jeunes à peu près de première année, j'en ai déjà au moins 15 000 qui ont un retard en lecture. Si je n'interviens pas rapidement là-dessus, ils vont aller rejoindre encore la proportion des jeunes qui décrochent ou qui n'ont aucun des diplômes du secondaire ou qui sortent du secondaire avec une attestation, niveau de lecture de 5e année, 6e année, dans plusieurs cas. Ils ont une attestation préparatoire au marché du travail, semi-professionnelle, mais ce n'est pas un diplôme, c'est une reconnaissance d'acquis de jeunes en grande difficulté. L'algorithme de la réussite à l'école primaire, Virginia Apgar, milieu des années 50, est en train de manger dans la cafétéria de l'hôpital, qui ne devait pas être très bonne comme d'habitude. Un interne de Mme Apgar se pointe dans Mme Apgar. Comment faire rapidement pour déterminer si un enfant qui vient de venir au monde est en difficulté ou va bien? Mme Apgar, d'où l'indice, ce célèbre indice d'Apgar, a dit coloration de la peau, rythme cardiaque, tonus, réactivité, respiration. Cotez ces éléments-là de 0 à 3. Et ça vous donne une bonne idée qu'un enfant qui coterait 3, 4, 5 dans cette type de... Je pense que le critère est de 8, je ne me souviens pas. Mais un jeune qui va coter faible là-dessus, tout de suite a besoin d'une intervention. On peut faire la même chose en éducation. Regardez, l'algorithme de la réussite, c'est l'équivalent d'un Apgar par rapport aux jeunes du préscolaire, du primaire. Conscience phonologique, c'est le lien qu'on fait entre les lettres, les sons et les mots. Suivi des consignes des adultes. Problème de comportement, l'échelle est inversée. Numératie, connaître ses chiffres ou les mathématiques, comment je réussis en mathématiques si j'ai 6 ans ou plus. Capacité de compléter habituellement le jeu ou la tâche qu'il a entrepris. Et regardez l'autre élément que j'ai mis dans mon Apgar, là, utilisation des technologies numériques que je retrouve dans votre plateforme aussi. Imaginez un enfant qui coterait 6, 5, 4 sur une échelle comme celle-là. Ce serait un enfant qui aurait besoin d'une intervention tout de suite parce qu'il est véritablement orienté vers une situation d'échec scolaire. Je reviendrai avec l'équivalent au niveau du secondaire tout à l'heure. En clair, on sait où regarder pour déterminer qui a besoin d'aide. Je n'ai pas besoin de passer des grands tests ou des grandes évaluations. La question de la littératie, entre autres, va revenir beaucoup. Action 4. La qualité d'une école et de son enseignement ne peut être supérieure à la qualité de ses enseignants. Quand je déclare celle-là, ma femme me regarde toujours d'un air étrange en disant « L'eau est humide ». Ça revient encore. Là. Ce que je veux dire par là, c'est une évidence, mais il faut absolument rechercher et valoriser l'excellence de la relève en éducation. Un facteur commun des meilleurs systèmes scolaires présentement, où les taux de réussite sont élevés, recrutent les meilleurs enseignants, obtiennent le meilleur de leurs enseignants, leur demandent d'intervenir dès que le jeune commence à prendre du retard, et les laissent travailler en les considérant officiellement comme des professionnels. Quand je dis les laisser travailler, je fais référence au ministère qui les laisse travailler, je fais référence aux organisations syndicales qui les laissent travailler, et je fais référence aussi aux commissions scolaires qui les laissent travailler. Il n'y a pas un hôpital au monde où, lorsque j'arrive avec ma petite femme qui est sur le point d'accoucher, on va déterminer que ça va être un accouchement naturel ou un accouchement césarienne selon les dispositions de la Convention collective des infirmières. Vous me suivez? Ça fait longtemps que j'utilise cet exemple-là. Là. J'ai eu à sortir publiquement à un moment donné, puis j'étais pas de bonne humeur, sur l'idée qu'on puisse limiter à 10 % le nombre d'élèves en difficulté par classe. Vous vous souvenez de celle-là? Parce que moi, je m'en souviens. Il y a à peu près 3-4 ans. Là, j'avais un problème d'éthique. Même moi, psychologue spécialisé en éducation, j'ai un problème d'éthique avec ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est des professionnels en contexte, infirmières ou obstétriciens, c'est des professionnels en contexte qui prennent des décisions en contexte en fonction de la situation de la jeune dame qui arrive pour accoucher. Vous me suivez comme il faut. Donc, ça implique, à mon point de vue, la création d'un ordre professionnel des enseignants et, comme je le déclarais à Radio-Canada hier, lors de l'entrevue,
la qualité des gestes professionnels ne doit pas relever d'un contrat de travail. La qualité des conditions de travail, du développement, etc., pas de problème. Mais la qualité des actes professionnels doit être une évaluation faite par des pairs, PAIRS, lorsque je suis membre d'un ordre professionnel. L'autre élément qui est très, très particulier, et là, je me dois absolument vous le souligner, vous et moi. On s'en va dans une rue à quelque part à Drummondville, on se fait faire une petite affiche « Orthopédagogue, spécialiste de la lecture et de l'écriture », et là, on se part une clinique d'orthopédagogie. Je ne sais pas si vous connaissez quelque chose là-dedans, mais même moi, dans le domaine, je ne me lancerai pas pour faire de la rééducation de lecture. Mais présentement, le titre n'est pas protégé, les actes ne sont pas spécifiés, et là, vous allez devoir vous pencher. Et là, c'est une question de protection du public. Je vous rappelle le taux d'analphabétisme qu'on a au Québec, et je vous rappelle le nombre de jeunes qui ont en retard de lecture. Vous ne pouvez pas, lorsque vous référez un enfant à un spécialiste de la rééducation en lecture, le référer à quelqu'un qui n'a pas de... à quelqu'un qui veut le faire, tout simplement. Là. On l'a vu en psychothérapie, nous autres, au niveau des psychologues, mais il n'y a pas un métier. Écoutez, les hygiénistes dentaires ont un ordre professionnel, puis c'est correct. Mais là, j'ai affaire à un petit bonhomme de 6 ans. Si j'ai réussi mon intervention, il va apprendre à lire, il va bien aller, il va réussir à l'école. Si je manque mon intervention, à la fin de la 3e année, il va s'identifier comme un lecteur pas bon. Et là, c'est la recette d'échec scolaire. Vous allez devoir vous pointer là-dessus. L'autre élément, c'est une demande spécifique au niveau des parents de jeunes autistes ou avec du spectre de l'autisme. On va devoir exiger que l'accompagnateur d'un enfant autiste, pour simplifier la phrase, là, technicien d'éducation spécialisé qui accompagne un enfant autiste doit avoir au minimum une 60aine d'heures de formation sur comment intervenir auprès d'un enfant autiste. Ce n'est pas le cas. L'autre élément, c'est que même s'il a la formation à l'affectation du personnel au printemps, l'éducateur a développé une bonne relation avec le jeune, puis Dieu sait, c'est important dans les situations d'autisme. Non, l'affectation fait qu'il se fait déplacer par un plus ancien. On recommence à chaque année. Là, on va devoir jaser avec les parents des enfants autistes, une demande spécifique, très importante pour l'autisme à cause de cette situation-là de relation. Action 5, porter une attention particulière à la réussite scolaire des garçons en intervenant tôt, entre autres, sur les problèmes de lecture. Pour les garçons, le meilleur levier est vraiment la lecture. En valorisant également des modèles masculins de réussite. Je ne sais plus comment le dire. On m'a contesté sur le fait que les hommes adultes pouvaient servir de modèle aux petits gars adultes. Donc, je ne sais plus comment le dire. Je ne sais plus. Pourtant, vous voulez mettre en place un programme pour favoriser une augmentation de la présence des femmes sur les conseils d'administration des compagnies. C'est évident que vous allez chercher 3 gars présidents de compagnie pour servir de modèle aux femmes. Sérieusement, je ne sais plus comment le dire. Demandez à mes jeunes pères. Moi, je regarde mes deux gendres et mes 2 fils qui sont en train d'élever ma tribu. Là. Et c'est évident. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir augmenter le nombre de valorisations. Un gars de 6 pieds qui lit un poème de Verlaine en 5e année, puis qui trouve ça beau, qui est ému, il passe plusieurs messages. Un qui sait lire. 2, que la poésie, c'est une affaire de gars aussi, puis que la lecture, c'est une affaire de gars. Vous me suivez? Il va falloir... L'Ontario a sorti des programmes, a sorti surtout des actions pour améliorer... Les hommes ont une contribution originale à apporter à l'élevage, entre guillemets, des enfants et à l'éducation des jeunes. Autant pour les gars que pour les filles. Ça, c'est un guide, Moi lire, tu blagues, guide d'intervention spécifique sur la lecture et les garçons. Ontario 2005. Je m'en sers parce qu'il est extrêmement bien fait. Mais ça va nous prendre l'équivalent éventuellement au Québec. Un adulte qui a une brosse sous son aile est un facteur de résilience puissant quand on est en difficulté. Je vous le dis tout de suite, quand vous êtes un gars de 12-13 ans qui est en rébellion, puis ça ne va pas bien, puis il ne se sent pas bien, puis à l'école, vous pouvez toujours... Le fait d'avoir un gars qui le prend sous son aile, c'est plus facile que si c'était une femme. Je vous le dis tout de suite. Écoutez, vous, là, vous absentez souvent de l'école pour des douleurs menstruelles, c'est très douloureux. C'est sûr que vous allez vous confier au prof masculin de mathématiques. Hein, c'est sûr que vous allez vous confier. Monsieur... Non, je ne sais plus comment le dire. Je ne sais plus.
Action 6, une grande déclaration, la vie n'est pas finie à 12 ans. Il faut intervenir de manière préventive au niveau des jeunes adolescents qui nous arrivent au secondaire. On a le même Apgar. Voulez-vous savoir qui est en difficulté au secondaire présentement dans toutes les écoles du Québec? Échec en lecture ou l'équivalent au secondaire. Qualité de la langue écrite, mathématiques, fréquentation scolaire, assiduité aux cours, commence à s'absenter ou à manquer des cours, problème de comportement. Et imaginez un ado de 12 ans qui serait très gauche avec l'utilisation des nouvelles technologies numériques. Faites un ensemble, vous allez, rapidement, vous allez déterminer, vous allez trouver qui est à risque d'échouer au secondaire. Et ça, c'est sensiblement le même principe qu'on abgarde tout à l'heure. Intervention intensive dès le début du secondaire auprès des jeunes qui détiennent un score faible à cette échelle. Écoutez, c'est relativement simple. Vous êtes directeur d'école. Qui m'arrive le 2 septembre dans mon école sans savoir lire ou n'ayant pas un niveau de lecture de 6e année? Vous n'auriez que cette information-là et vous auriez quelque chose de fondamental pour intervenir. Et moi, il y a des écoles qui ont suivi certaines de mes recommandations, qui ont commencé à organiser des camps d'été d'apprentissage en première, 2e année primaire, région de l'Estrie, sauf erreur. Et ça, cette question-là, il y a une plus-value. Écoutez, j'ai le petit banc de neige là, à côté de l'aréna, là, plein mois d'août, comment ça se fait qu'il y a de la neige là? C'est qu'ils vont faire une clinique de hockey pour se préparer à leur saison. J'ai pas mal de gars qui, à un moment donné, c'était bien fait, de gars et de filles qui s'étaient bien fait. Le genre d'être capable d'avoir ce genre de clinique d'entraînement un peu avant de rentrer au secondaire serait une plus-value réelle. Mais encore là, ce n'est pas une question d'obligation ou de coercition, c'est une question de faire œuvre d'éducation. Action 7, exprimer des attentes plus élevées est un facteur important pour favoriser la persévérance. Et là, je vais être le plus clair possible. La réussite scolaire doit devenir le choix par défaut. On appelle ça un nudge. Obama a une équipe spécialisée, entre autres, qui a travaillé avec lui dans son premier mandat. Le nudge, là, c'est des petits coups de pouce. Le nudge, c'est de placer les cabarets dans une cafétéria, les mettre plus petits, puis les mettre plus petits au début, et mettre les fruits à la fin de la rangée sur le dessus, puis les gros gâteaux en dessous. Ça, c'est un nudge. Tu es rendu là, tu n'as plus de place pour mettre de quoi dans ton... Ou, s'il reste de la place, ça va être des fruits. Vous me suivez? Et dans cette perspective-là, il va falloir qu'au Québec, la phrase clé est la suivante. Puis je cite les Britanniques là-dessus, puis je cite l'Ontario là-dessus. Entre autres, l'expérience britannique est particulièrement... Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je suis en béton là-dessus. Là. Au Québec, nous voulons désormais, j'utilise le désormais parce que, juste une parenthèse, la proposition cadre qui a été travaillée, entre autres, sous la direction de Richard Léonard et avec l'équipe, est ce que j'ai vu de plus progressiste en éducation depuis longtemps. Ne le dites pas. Gardons ça entre nous, mais je ne sais pas, le désormais, ce n'est pas pour rien que je l'ai utilisé, puis je reviens de 18 ans tout de suite. C'est qu'on se retrouve dans le contexte suivant. Le plus facile, on a été le chercher avec la première révolution tranquille. Mon premier, 75 des jeunes à qui je donne l'accès à l'école, dans la mesure où l'enseignement de qualité vont réussir. Où on force présentement, pour employer une expression de mon père, c'est le 15 qui suit. Eux autres, ça prend des interventions qui sont véritablement bien plus ciblées, plus sophistiquées. Ce que j'ai lu de votre plateforme est pratiquement une deuxième révolution tranquille en éducation, particulièrement pour les élèves qui ont certains besoins particuliers. Je vous le dis sincèrement. Parce que si je l'avais... Ceux qui me connaissent savent que quand ça ne fait pas mon affaire, je le dis. Mais dans ce cas-là, c'est évident. Bon. Au Québec, comme en Angleterre et en Ontario, il faut que désormais tous nos jeunes soient en apprentissage jusqu'à 18 ans ou l'obtention d'un des diplômes du secondaire, DEP ou DES. Être en apprentissage, ça peut être décidé au lieu de passer à l'éducation des adultes à 16-17 ans avec des retards scolaires, ça peut être de passer, écoutez, un stage de 6 mois dans une ferme laitière, c'est être en apprentissage. Travailler 20 heures semaine, compléter son secondaire à 15 heures semaine, c'est être en apprentissage. Est-ce que vous me suivez? Coller l'expérience du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et entre autres de la Grande-Bretagne là-dessus. Mais ça, là, c'est pas la pression, là.
L'idée, c'est qu'on va mettre la ligne pour quitter l'école avant 18 ans sans vouloir continuer à être en apprentissage, ça va falloir demander une dérogation. D'où mon idée de nudge. Là. Par défaut, je fais l'école. Si je veux quitter, il faut que je le demande. Or, je suis mineur, il faut que ce soit le parent qui le demande ou le tuteur de l'autorité légale. C'est la petite poussée dont un certain nombre de jeunes ont besoin. Je cite les données du ministère. J'ai environ 700 à 800 jeunes à qui il ne manque en 5e secondaire qu'une ou deux conditions pour avoir leur diplôme, puis ils décrochent. Vous allez me dire qu'ils vont revenir aux adultes. Mais c'est sûr que c'est intéressant d'avoir sa 5e secondaire à 26 ans, mais j'aime mieux qu'il l'aille à 17. Il y a moins de risques. Pourquoi je vous dis ça? C'est que ceci, compte tenu que j'ai l'évaluation de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne a lancé ça en 2007. Une mobilisation de tout le système éducatif pour amener leurs jeunes jusqu'à 18 ans. Vous pouvez figurer que sur une cohorte de 80 000 jeunes, d'à peu près notre cohorte de 16 ans, 1,3 % plus de jeunes vont demeurer à l'école la journée où vous allez passer cette mesure-là. C'est environ 1 300 jeunes. 1 1 300 jeunes. Mettez à peu près 1 000 jeunes. Pourquoi je vous dis ça? C'est l'équivalent d'une grosse école secondaire, une bonne école secondaire qu'on maintient. Et les données de Statistique Canada sur l'impact d'ajouter une année, ils ont fait une étude de 1920 à 1990. Toutes les fois qu'on a augmenté l'âge de fréquentation obligatoire, qu'est-ce que ça a donné? Ça a eu un impact sur la diplomation, mais ça a eu un impact, vous l'avez à l'écran, toute la vie durant en moyenne 12 % de plus de revenus pour la personne qui était restée une année de plus. Selon moi, c'est un passage obligé. Il va falloir que les gens s'enlèvent le fantasme de dire « Ah, c'est ça, il va y avoir des chaînes, ils vont les attacher après le bureau, puis là, on va faire de la grammaire de force. » La ligne, c'est en apprentissage jusqu'à... Tu veux quitter l'école? Fais-nous la démonstration que tu vas... C'est quoi les activités que tu vas continuer jusqu'à 18 ans pour être en apprentissage? La ligne, la clé est là. L'option par défaut, la réussite plutôt que le regret. Vous connaissez tous des gens. J'ai eu une ligne ouverte à un moment donné dans une émission de radio il y a quelques semaines. J'ai des gars de 50 ans qui téléphonaient en disant « Vous voyez, cette affaire, je finirai mon secondaire. » Le gars voulait devenir chauffeur d'autobus pour une communauté de transport. Il avait sa 3e secondaire, ça ne passait pas. Et ça, cette question-là, je n'aime pas les regrets. Et on n'a pas à nous autres faire en sorte que de plus en plus ou qu'un grand nombre de jeunes aient des regrets. Les écoles privées et les écoles publiques sélectives, je suis pour le maintien des écoles privées. L'autre élément, il faut absolument que toutes les écoles mettent l'épaule à la roue pour la réussite de tous les élèves. Je vous donne une classe de première secondaire à la commission scolaire X dans l'école Y. S'il y a une école privée pas loin, une école publique internationale aux vocations particulières qui sélectionne, votre classe de première secondaire n'a plus les proportions naturelles. La proportion naturelle d'une classe de secondaire, un noyau de fort, bon noyau de moyen, un petit noyau de faible. Mais une fois que j'ai fait le tamisage, l'écrémage, votre classe de première secondaire est moyenne, faible, faible. Ce qui amène automatiquement des demandes pour avoir de l'aide aux enseignants qui se retrouvent avec une tâche de toute manière qui n'est pas correspondante. Celui qui enseigne en ski-études ne se plaindra pas. Mais celui qui enseigne dans un contexte où le tiers de cette classe n'a pas un niveau de lecture de 6e année puis enseigne en 2e secondaire, je le comprends. Et ça, il y a un phénomène, ce qui fait que le 2,3 milliards que l'on dépense pour les élèves en difficulté au Québec, 1, ne pas rajouter un sou avant qu'on sache exactement où on s'en va. 2, la somme doit devenir accessible à l'ensemble des écoles avec obligation à l'ensemble des écoles de faire œuvre d'éducation. Moi, Collège X, j'ai développé un programme haut de gamme pour les jeunes adolescents avec un trouble du spectre de l'autisme. Pourquoi pas? Mais là, comme parent d'un enfant, d'un adolescent autiste, j'ai un choix. Mais le 4 ou 5 000 $ générés par le fait dans l'enveloppe globale du financement de l'éducation parce que je suis autiste, je vais mettre 7 000 $ il est dans ma poche de chemise. Et si je décide d'aller m'inscrire au collège X, ma chemise me suit. Je rêve du jour où on va avoir une compétition pour offrir les meilleurs services possibles aux jeunes en difficulté et handicapés. Ça fait 40 ans que je suis là-dedans, le rêve se poursuit. Mais objectivement, il y a une contribution importante que font déjà les écoles privées, mais je vous rappelle qu'au privé, présentement, ce sont les parents qui payent l'orthopédagogie à 80, 85, 90 $ de l'heure, souvent en privé, sans avoir la garantie que l'orthopédagogue, j'en ai parlé tout à l'heure. Un narratif personnel et collectif, et je vais conclure là-dessus.
tous autant que vous êtes. Je vous parle d'éducation, je vous parle, c'est quoi vos meilleurs? C'est quoi qui fait que tu as réussi à l'école? C'est quoi qui fait que tu as persévéré? On a tous notre narratif, notre petite histoire. Ça peut ressembler à peu près à ceci. Cette enseignante m'a donné confiance en moi, elle a changé ma vie, elle a fait une énorme différence dans ma réussite à l'école. Ça peut être un narratif. L'histoire d'une autre personne. Lorsque je fais des efforts, je sais que la plupart du temps, j'atteins l'objectif que je me suis donné. Dans ma famille, lorsque nous rencontrons un obstacle, chez nous, là, on garde notre calme et on fonce. Habituellement, ça nous réussit très bien. Ça, c'est des narratifs personnels, l'histoire qu'on se raconte à nous autres mêmes là, pour expliquer notre succès. Un narratif pour le Québec. Lorsque les éducateurs des meilleurs systèmes scolaires du 21e siècle racontent l'histoire de leur succès, ils affirment fièrement que l'éducation est chez eux un service public aussi important que les soins de santé. Ils affirment qu'intervenir très tôt pour éviter que les jeunes prennent du retard y est une absolue nécessité, que l'excellence en enseignement est valorisée par leur société et qu'enfin, on s'attend des adultes qu'ils soient des modèles de persévérance, d'audace et de détermination. Messieurs, dames, le moment est venu que cette histoire devienne la nôtre au Québec. Merci beaucoup.